Toute bonne histoire a un début, un développement et une fin. Salut, c'est Paul et aujourd'hui on va parler d'Oshinoko et notamment de son introduction avec son épisode 1 qui a donné dès le départ à cette histoire une énorme popularité. A la base, Oshinoko c'est un manga dessiné par Mengo Yokoyari et écrit par Aka Akasaka qui a notamment fait Kaguya-sama Love is War. C'est en 2020 que son manga sort et c'est au printemps 2023 que son adaptation animée par le studio Doga Kobo démarre avec notamment son épisode 1 qui a la particularité de durer 1h20. Un format assez rare mais qui est souvent utilisé pour vraiment mettre l'accent sur l'introduction, avoir plus de temps pour adapter jusqu'au fameux moment qui donne envie de voir la suite. Et c'est totalement le cas pour Oshinoko. Et c'est une stratégie qui a payé parce qu'on peut voir que dès sa sortie, l'anime a été top 1 sur MyAnimeList. Ça a évidemment un peu descendu depuis, mais vraiment, il y a eu un énorme buzz autour de cet épisode 1 qui a marqué vraiment beaucoup de gens. Et honnêtement, je pense que c'est grâce à sa longueur et là où il s'arrête en fait. Parce que je pense sincèrement que si l'épisode 1 d'Oshinoko s'arrêterait là où il devrait s'arrêter, à la base, ça aurait été quand même moins impactant. Cet épisode 1 a donc la particularité d'adapter tout le tome 1, les 10 premiers chapitres, et c'est vraiment qu'à la fin de ce tome 1 qu'on comprend où va aller l'œuvre. L'histoire commence doucement, on va suivre le docteur Goro qui est notamment obstétricien, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de l'accompagnement des femmes qui sont enceintes, et il est notamment fan d'Ai Hoshino, une idole ultra populaire dans le Japon, et en fait il est fan d'Ai Hoshino parce qu'il avait une patiente qui avait 12 ans et qui est morte des suites d'une maladie génétique, qui était, elle, très fan de cette chanteuse, parce que, en fait, elle représentait pour elle la sensation de marcher, de bouger, de chanter, vraiment des choses qu'elle ne pouvait pas faire liées à sa maladie. Elle était vraiment bloquée dans un lit d'hôpital, et Harry c'était vraiment sa lueur d'espoir dans la vie. Et donc suite à sa mort, le docteur Goro a vraiment repris la relève, on va dire, dans le fait d'apprécier Ai. Et en fait ce qui va se passer c'est que Ai va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte d'une personne qu'on ne connaît pas, une personne qui est sûrement dans le monde du showbiz, de ce qu'on comprend, mais on n'a pas plus d'informations que ça. En tout cas, elle va venir avec son producteur qui va vouloir quand même que les gens ne sachent pas qu'elle est enceinte, parce que les idols sont souvent convoités par le public qui l'acclame. Le fait de savoir qu'elle est enceinte, ça peut vraiment la mettre en danger. Et notamment ruiner la carrière, et donc c'est pour ça que le producteur veut qu'elle soit vraiment couverte. Le docteur Goro va donc prendre ce rôle au sérieux, il va pas tomber dans le fanboyisme absolu et lui demander des photos à chaque fois, lui demander des dédicaces, etc. Il va vraiment suivre Ai pendant sa grossesse. On va aussi apprendre que ça va être des jumeaux qu'elle va accoucher. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que à l'approche de l'accouchement, une sorte de stalker va tout simplement tuer le docteur Goro. C'est assez brusque, on ne s'y attend pas spécialement. Pourquoi? Comment il est au courant? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. Et c'est là donc qu'aurait dû après s'arrêter l'épisode 1 initialement. Mais je pense que ça aurait quand même marqué les gens, mais peut-être pas assez pour donner envie de continuer. Le Dr Goro n'était pas non plus un personnage hyper attachant. Franchement, la production était sympathique, mais on n'était pas non plus sur le prime de l'épisode, on va dire. Mais ce qui va se passer en fait, c'est que le Dr Goro va se réincarner en tant que le fils d'Ai Hoshino, et la particularité c'est que en fait Ai va accoucher de 2 enfants et avoir des jumeaux, et va donc accoucher d'une fille qu'on va apprendre par la suite qu'elle est la fameuse patiente qui était morte, qui va elle également se faire réincarner. Les deux vont pas savoir qu'ils se connaissent en fait, et donc Aquamarine, qui va donc être le docteur Goro, va pas comprendre pourquoi du coup Ruby va être aussi proche d'Ai, en fait vraiment se comporter comme une fan alors que c'est un enfant techniquement. Donc c'est assez particulier au début, vraiment, en fait ils vont parler assez vite, ils vont essayer de le cacher évidemment, parce qu'en fait ils se sont incarnés, donc ils ont déjà leurs souvenirs d'avant, et les compétences qu'ils avaient avant. Donc vraiment il va y avoir leur intelligence, et ce décalage par rapport à leur corps qui va être super important par rapport au regard, etc. des autres. Mais donc ils vont vivre avec Ai qui est donc mère célibataire, mais mère qui se cache surtout, parce que le public ne sait pas qu'elle a été enceinte. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Ai va continuer sa carrière, elle va être accompagnée de ses producteurs, et qui vont notamment accompagner Aquamarine et Ruby
Encore une fois, ces noms sont assez particuliers, Aquamarine et Ruby, mais bon, c'est le nom que vont donner Ai en fait. Mais ça a quand même une signification, je trouve, au niveau des yeux des personnages. Aquamarine, évidemment, c'est bleu, et Ruby, c'est rouge. Ça se voit rien qu'aux yeux, qui sont de la même famille, mais bon, les gens ne savent pas. Ce qu'on va apprendre au fur et à mesure de l'épisode, c'est vraiment la vie en tant que idol, la vie en tant que star, la vie en tant qu'acteur. Vraiment, tout ce côté du showbiz va être directement mis en valeur dans Oshinoko, et c'est ça que j'apprécie vraiment dès le début dans l'histoire, et c'est là où je suis vraiment rentré dedans, c'est à partir après de la 40e minute. C'est là où on rentre dans une scène dans laquelle Aquamarine va exceller en tant qu'acteur enfant, parce qu'en fait il va avoir un décalage via son corps, en fait il va avoir une façon de jouer qui est assez extérieure de son propre corps, parce que évidemment c'était une personne qui a la trentaine dans un corps d'enfant qui a 5 ans, donc évidemment il va pas jouer en tant qu'enfant, et c'est ça qui a fait la particularité de son jeu d'acteur, un jeu d'acteur qui va surprendre deux personnes, notamment Kana Arima, qui était donc une jeune actrice sur le tournage, qui était vraiment assez virulente avec les acteurs, vraiment elle se comportait vraiment comme une enfant star en fait. Mais vraiment elle était subjuguée par ce jeu d'acteur qui est totalement différent du sien, qui l'intrigue en fait tout simplement, en tant qu'actrice jeune qui apprend quand même malgré tout, et vraiment elle va dès le début remarquer que Aquamarine est particulier. Et ça va également marquer Taishi Gotonda, qui est lui réalisateur sur cette histoire, qui va vouloir que Aquamarine rejoue dans d'autres histoires, parce que vraiment il a un talent fou pour lui. Évidemment, il ne sait pas que c'est une personne qui a 30 ans, et c'est grâce à ça qu'il peut faire ce type de rôle. Mais voilà, quand je parlais que le décalage d'âge a son importance, c'est notamment pour ça, et je trouve que c'est une réincarnation plutôt bien utilisée, parce que dans les réincarnations générales, ça rappelle évidemment les fameux isekai, et bon, ça n'a pas trop son importance la plupart du temps. Mais alors là, je trouve que ça a déjà son importance, notamment pour le jeu d'acteur, mais pas que pour ça. On va aussi découvrir Ruby en train d'essayer de danser avec sa mère, vraiment des moments magnifiques d'animation et d'émotion, parce qu'évidemment, on a un petit flashback qui rappelle du coup les moments tristes de cette jeune patiente qui était vraiment victime de sa maladie, qui ne pouvait rien faire, qui se battait pour marcher, et là qui peut danser avec ce nouveau corps. En tout cas, elle est vraiment heureuse dans son nouveau corps parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut, et en plus accompagnée de sa mère qui était son espoir en fait. Je trouve que c'est aussi ça encore un moment émouvant dans cet épisode 1, et ça fait déjà plusieurs moments émouvants, je trouve, plusieurs moments marquants, et en fait c'est ce qu'il faut, des moments marquants pour donner envie de voir la suite en fait, tout simplement. Et ce n'est pas fini. Mais en tout cas, on semble vraiment sur la deuxième partie de l'épisode 1, on a cette amélioration de l'animation, sur les plans, sur tout, qui fait que l'épisode 1 est vraiment très solide. Et donc le moment marquant qui a quand même fini par retourner les dernières vestes qui étaient retournables sur cet épisode 1, c'est la fin de l'épisode, une sorte d'apothéose dans laquelle malheureusement Ayoshino va mourir des mains du Stalker. Ce qui est assez particulier, c'est que vraiment les scènes d'avant, Ai va appeler le père des enfants pour demander s'il veut finalement pas quand même voir ses enfants. On ne connaît même pas sa voix, mais on sait que elle était encore plus ou moins en contact avec, en tout cas elle avait encore son numéro, et à mon avis il voulait pas voir les enfants. Pourquoi, on ne sait pas. Elle était encore attachée à lui d'une certaine manière, je ne sais pas. On ne sait pas si c'est le père qui a commandité son arrêt de mort, mais c'est fort possible. En tout cas, cette scène de mort d'Ai est vraiment très particulière. On a une magnifique prestation de la seiyuu de Ai qui, pendant des minutes, joue la mort d'une façon vraiment très réaliste, même si évidemment ça dure assez longtemps, parce que évidemment faut avoir toutes les émotions. Ce qui est encore plus perturbant, c'est que le Stalker va en fait tuer Ai en lui emmenant un bouquet de fleurs. Il va vraiment la surprendre en fait, avec un couteau dans le ventre. Et vraiment ce qui est vraiment particulier, c'est tout ce qui concerne en fait le jeu, sur le fait que Ruby ne va pas voir ce qui va se passer, et Aquamarine, qui est donc plus âgée, qui est comme adulte, donc vraiment va pouvoir tanker, on va dire, les émotions, va quand même vraiment fondre en larmes devant ce misérable spectacle qui est donc la mort d'Ai. Et donc on va avoir un monologue d'Ai qui va dire ne vous inquiétez pas, voilà, je vous aime, etc. Ce qui va être aussi super bien mis en avant, c'est que auparavant
on va un peu apprendre comment Ai est rentré dans ce monde des idoles. C'est grâce à la particularité de avoir du mal à aimer les gens, et en fait, ce qui va être intéressant pour le producteur, c'est qu'Ai avait, selon lui, le profil parfait pour ça, le fait de faire semblant d'aimer ses fans, on va dire, et elle, ce qu'elle voulait, c'était quand même les apprécier, enfin plutôt réussir à les apprécier, et au final, la personne qu'elle a réussi à apprécier, c'est ses deux enfants, ces deux merveilles du monde, on va dire, qui, bah, au final, va pouvoir enfin dire, après toutes les fois où elle n'a pas pu aimer des gens, qu'elle les aime, et donc ça va évidemment beaucoup les marquer. Ai va finir par dire qu'elle trouverait que Aquamarine sera un bon acteur et Ruby une bonne idole avant de s'éteindre. Suite à ça, ce qui va être encore plus perturbant, c'est l'absence d'Ai dans les médias au bout de quelques jours. Évidemment, ça rappelle de nombreuses histoires qu'il y a dans le monde, de partout, sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. C'est souvent des modes. C'est triste quoi, on parle d'une personne vraiment limite pour faire du clic, pour faire des vues, pour vivre l'instant moment. Puis après, dès que c'est, on va dire, un peu passé sous les radars, et bah ça y est, les gens n'en parlent plus, les gens oublient Ai au fur et à mesure. Des années se passent et on revoit Aquamarine et Ruby adolescents. Cette fois-ci, ils vont aller au lycée. Et Aquamarine, pendant tout ce temps, a eu le temps de réfléchir sur comment Ai est morte. Il a fait une réflexion sur une musique qui est assez... vraiment très enquête, vraiment, ça me faisait penser à Détective Conan, cette histoire. Et en fait, l'histoire du tome se termine, on va dire, sur la fameuse planche qui est assez marquante d'Aquamarine qui dit vouloir assouvir sa vengeance, on va dire, et pour ça il va essayer de continuer d'être acteur afin d'être dans le monde du showbiz pour retrouver son père via un test ADN et se venger. On comprend là sûrement le tuer, on verra sur quoi ça va se terminer au final, parce qu'évidemment on n'a pas la fin de l'histoire. Et vraiment il y a cet enchaînement entre l'approche de la mort de Ai, la mort de Ai et la montée vers la vengeance de Aqua, qui est vraiment débordante d'émotions, débordante de créativité artistique. Au niveau du visuel, vraiment, c'est vraiment trop bien. Puis, ça y est, on arrive à la fin de cet épisode 1. Évidemment, cet épisode 1 a été allongé pour finir sur la mort de Ai et la vengeance de Aqua, qui sont quand même les deux choses importantes à comprendre pour l'histoire, et également pour marquer la fin de Ai en fait. Vraiment, on a eu tout le développement d'Ai pendant 1h20, et c'est là où ça se termine, et maintenant on va se concentrer sur les personnages principaux. Ce qui aurait été très particulier à mettre en avant, en mettant 4 épisodes arrivés à cette conclusion, puis après on change de protagoniste, ça aurait été très bizarre. Je trouve que pour ce genre d'histoire, vraiment, quand on commence avec une protagoniste et qu'on continue avec une autre, faut que ça soit clair au moins à la fin de l'épisode 1, parce que sinon c'est assez particulier je trouve en termes de narration quoi. Avec tout ce que j'avais vu sur Oshinoko, je me doutais qu'il y avait quelque chose du genre, je ne savais pas comment, je ne savais pas pourquoi, donc ça m'a quand même surpris, alors que je pensais, je me doutais qu'il y avait, si autant de gens parlaient de ce fameux tome 1 et de sa fin, c'est qu'il y avait quelque chose de particulier. Et du coup je m'attendais à voir ce qu'il y avait à la fin d'une heure 20. Je ne savais pas que Ai allait mourir de cette façon en tout cas. Même si grâce à la narration on pouvait se douter que cela allait arriver honnêtement, je trouve que c'est quand même assez marquant et que beaucoup de gens ne s'en doutaient même pas que Ai allait mourir. Et ils ont été encore plus marqués. Et donc voilà, alors évidemment l'histoire de Oshinoko n'est pas que Aquamarine qui se venge de son fameux père qu'il ne connaît pas, qui est dans le monde du showbiz. Et ça aurait été dommage que ce ne soit que ça. Ce n'est pas un Death Note, ce n'est pas un manga d'enquête. C'est une histoire qui parle du monde du showbiz, entremêlée avec une enquête sur le père de Aqua et Ruby. Et c'est ça que moi j'attends de cette histoire honnêtement. En général, les cliffhangers sont assez marquants pour les gens en général, et je comprends, c'est un moment marquant dans une histoire, mais c'est pas grâce au cliffhanger que l'épisode 1 est bien, c'est grâce à tout le narratif, c'est grâce à tout le visuel qui est autour de cet épisode, grâce à tous les moments qui ne sont pas des cliffhangers, mais qui permettent de développer ce cliffhanger, de trouver que ce cliffhanger a une particularité précise sur ce moment-là, qui l'accentue en fait, et c'est ça en fait toute la force de narration que a eu Akasaka pour son début d'histoire. Au fur et à mesure, l'histoire se tasse un petit peu, l'histoire se concentre sur le showbiz au départ, avec une petite variante enquête on va dire, mais c'est pas le côté principal. Je pense que ça a pu décevoir quelques personnes qui vraiment attendaient que l'enquête soit au prime abord de cette histoire, mais c'est pas le but. Encore une fois, le but en fait dans l'épisode 1 c'est que les gens continuent. Et même si les gens n'aiment pas par la suite, au moins Oshinoko aura eu le mérite de donner envie de voir la suite. C'est un très bon boost, c'est
un très bon score en général, c'est un animé apprécié par tout ce qui dégage. Au niveau de la suite, rapidement, toute sa saison elle continue super bien. On a des personnages comme Akane et même Sho qui apparaissent, qui vraiment sont très très intéressants. Même au niveau de la direction artistique, il y a aussi pas mal de choses intéressantes sur certains points d'épisode. Et l'histoire continue bien. L'enquête avance à son rythme, pas non plus très imposante, comme je l'ai dit au vu de ce qu'on pensait avec l'épisode 1. Et vraiment on a tout ce côté sur l'acting qui est vraiment réussi. En plus on a aussi Kana qui revient évidemment, qui est très intéressante comme personnage. Donc vraiment on a un très bon casting, une très bonne adaptation en général. Et je suis très content que cet épisode 1 a permis à beaucoup de gens de tomber sur cette œuvre, parce que je pense que s'il aurait moins ce côté dramatique, cet épisode 1, il aurait moins réussi à ramener des gens en fait. Et pour tout ça, je pense que c'est vraiment un épisode 1 parfait dans sa forme d'1h20. Et donc on va voir aussi des super scènes qui vont parler de tous les milieux vraiment, de comment un mangaka reçoit une œuvre en live action de son côté, vraiment, est-ce qu'il accepte le contrat par envie, où il sait déjà d'avance que ça va être moyen par rapport à l'adaptation, etc. Et voilà, ça c'est déjà ce qu'on a vu dès le début de cette saison, et évidemment, il va y avoir d'autres saisons par la suite, parce que si l'anime marche bien, ce qui semble être le cas, il y aura une saison 2, etc. Le manga n'est pas fini, et il y a encore au moins 2-3 saisons minimum, je pense, avant que cela se fasse. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite, mais en tout cas, moi j'adore cet épisode 1, mais j'adore également la suite, et honnêtement, c'est un très bon épisode 1, sur le format 1h20 qui est assez rare, c'est donc mon préféré évidemment. Après, faut pas oublier que un épisode 1 de base c'est une vingtaine de minutes, et là ça durait 1h20, donc là on a eu l'équivalent de 4 épisodes en 1, donc évidemment ton épisode 1 d'Oshinoko est globalement meilleur que ton épisode 1 de n'importe quel anime, parce qu'il développe tellement de choses en ce temps-là que les autres ne peuvent pas rivaliser en si peu de temps. Après évidemment chacun aura ses préférences, etc. Par exemple moi je pense que l'épisode 1 de Chainsaw Man restera préféré, parce que c'est mon œuvre préférée, et il développe assez de choses, et il fait une bonne intrigue, etc., une bonne introduction. Mais je comprends que Oshinoko puisse être un épisode 1 parfait via sa longueur, via ce qui dégage en fait. Quand tu sors de cet épisode 1, t'as vécu beaucoup de choses, et c'est le principal, c'est de marquer les gens pour ensuite marquer son histoire par son développement. Je pense vraiment que l'épisode 1 d'une œuvre, n'importe laquelle, c'est au moins 30% de réussite sur une histoire, parce que on se souvient souvent des épisodes 1, et en général, les gens, quand ils parlent par exemple, de Shingeki no Kyojin, ils parlent très souvent de l'épisode 1. Alors moi, je l'ai pas trouvé spécialement marquant, j'avoue. Je l'ai regardé bien plus tard que les autres, et je l'ai trouvé bien, ça m'a pas marqué, mais je sais que beaucoup de gens, par exemple, apprécient grandement SNK via son épisode 1, et j'ai l'impression que les gens, dès qu'une histoire les marque, après, ils deviennent un peu moins critiques sur cette dernière. C'est-à-dire que si l'épisode 1 marque vraiment les gens, je pense que, après, même si l'anime a quelques erreurs, ils trouveront toujours que c'est très bien, etc. Voilà. En fait, des fois, il faut faire preuve d'esprit critique, mais c'est vrai que quand tu apprécies une œuvre dès le départ, c'est plus facile après de la défendre, de l'aimer, etc. Et c'est pour ça que l'introduction est super importante. C'est comme la fin de l'histoire. Pour parler encore du cas de Shingeki no Kyojin, beaucoup de gens n'aiment pas Shingeki no Kyojin en raison de sa fin. Et je comprends. Pour moi, une fin, c'est pareil, c'est 20-30% de l'histoire, parce qu'en fait, ça conclut toutes les intrigues que t'as faites. Et si t'as fait tout ça pour que ça n'a pas été en attente avec les gens ce qu'ils imaginaient, c'est compliqué. Les mangaka ont souvent des fins assez simplistes, on va dire, pour que ça plaise, on va dire, au plus de gens. Et c'est dur de faire une fin qui conclut tout le monde. C'est impossible, même pour le cas de Shingeki no Kyojin notamment, parce qu'il y avait trop d'histoires inventées, etc. Trop de parallélisme possible en fait, qui faisait que tu pouvais pas satisfaire tout le monde. Moi personnellement je trouve que la fin de Shingeki no Kyojin est plutôt sympa, à part le rajout de Paji Segama, mais moi, globalement, du coup, Shingeki no Kyojin, j'ai par exemple aimé le début, l'histoire ça va, mais c'est pas incroyable, la fin est moyenne, je suis moyen, j'aime bien quoi, mais sans plus. Je pense que les gens qui ont tout aimé sauf la fin vont par exemple ne pas aimer Shingeki no Kyojin à cause de la fin, et ils vont avoir vraiment ce sentiment d'être déçus. Et donc c'est pour ça que le début, le développement et la fin, c'est trois choses très importantes dans une histoire, et si t'en rates une de ces trois là, et c'est compliqué pour
ta survie sur le long terme pour une œuvre, pour être vraiment culte. Et au jour d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'œuvres qui durent de moins en moins longtemps, j'ai l'impression. Ça va devenir très rare les mastodontes qui vont avoir des centaines d'épisodes, des 50 tomes, voire plus. Ça va être de plus en plus compliqué d'avoir des fins qui marquent, et bah Oshinoko, avec ce choix d'avoir un épisode 1 plus long que les autres, a réussi à marquer beaucoup de gens, et c'est un très bon choix d'avoir fait une durée aussi longue. Voilà donc mon avis sur l'épisode 1 d'Oshinoko, un animé que j'apprécie énormément, et donc vraiment, si le monde du showbiz vous intéresse, je vous invite vivement à aller voir cet animé, surtout que là je vous ai présenté que l'introduction, vraiment, c'est via les prochaines vidéos qu'on va voir comment ça va évoluer, mais pour l'instant j'apprécie énormément. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut!